Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Aujourd'hui, on va corriger les sujets de Terminal S au bac de philosophie. Alors, donc on avait 3 sujets. Le désir est-il la marque de notre imperfection? Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Et le texte 2000 systèmes de logique. Alors, donc on va passer au premier sujet qui met en jeu la notion du désir. Donc d'abord, il faut bien comprendre que le corrigé que je vais faire, c'est pas le corrigé, c'est un exemple de corrigé. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous n'avez pas fait ça que vous aurez une mauvaise note. Il y a plusieurs choses possibles. L'essentiel, c'est de bien argumenter, d'avoir des exemples, d'avoir quelques petites notions, voilà. Alors donc, ce sujet, vous l'aurez remarqué, il est dans la catégorie du désir. C'est une notion du programme dans la catégorie du sujet. Voilà. Donc, les pièges à éviter. Attention à faire une distinction conceptuelle vraiment entre le désir et l'envie. J'ai envie d'une chocolatine, ça ne veut pas dire j'ai le désir d'une chocolatine, ça n'a rien à voir. Ensuite, le verbe être, le désir est-il? Donc être, ça a une connotation forte, existentielle. Qu'est-ce que c'est le désir? Quelle est son essence? Ensuite, notre imperfection. Attention, parce que là, on ne parle pas d'un défaut de caractère, on ne parle pas d'une... comment dire, l'inverse d'une qualité, c'est une imperfection de la nature humaine, donc universelle, tous les humains. Donc voilà, le sujet s'adresse à l'humanité. Il ne faut pas parler des animaux, il ne faut pas parler des dieux, c'est l'humanité. Voilà. Donc on va commencer par ce que vous devez faire au brouillon. Donc d'abord, quand vous avez un sujet comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous définissez les termes. Donc d'abord, il y a le terme du désir. Comme je disais, c'est pas l'envie, c'est pas la pulsion, mais on peut dire c'est quelque chose qu'on ressent qui est d'ordre irrationnel et ou corporel, c'est-à-dire qu'on peut l'opposer à la raison, raison désir, raison passion, et c'est pas non plus la volonté. C'est-à-dire la volonté, il y a la raison quand même qui rentre en jeu. Là, quand je désire quelque chose, ce n'est pas réfléchi. Ensuite, le désir, il peut aussi désigner la conscience d'un manque et l'effort que nous faisons pour pallier à ce qui nous manque. Donc, il y a une certaine impulsion et donc ça semble relié à une certaine imperfection. Pourquoi? Parce qu'on désire ce qu'on n'a pas. Voilà. Ensuite, le verbe être, comme je disais, marque un état. Attention, en philosophie, il a un sens très important. Ensuite, la marque. Qu'est-ce que ça veut dire la marque? C'est comme le signe, la trace. Ça veut dire, bon, comme l'empreinte d'un pas, c'est-à-dire, bon, enfin voilà, la marque. On va passer à notre imperfection. Donc notre imperfection, là, c'est un terme philosophique important. Ça s'oppose à la perfection. Et là, c'est pareil, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose qui frappe la condition humaine en entier. On pourrait penser que c'est le fait d'avoir une nature corps et esprit, d'être doté d'une conscience, ce qui fait qu'on a conscience de nos manques, etc. Donc on peut dire aussi, on peut le relier à autrui en disant qu'on recherche la plénitude dans les relations, par exemple. Donc, le plan que je propose, ce serait le suivant. En première partie, on va défendre la thèse selon laquelle le désir serait la marque de notre imperfection. Et en deuxième partie, ce serait plus la marque d'une instabilité existentielle ou d'un idéal, ce qui n'est pas équivalent à cette imperfection de nature dont nous parle l'étymologie ou les mythes. Et en troisième partie, et si donc le désir était au contraire positif et loin d'être la marque de notre imperfection, il serait plutôt le symbole de notre grandeur, parce que l'homme du coup a une nature de perfectibilité, il peut se perfectionner, être toujours meilleur.
Bon, on va pas encore passer à la conclusion. Donc, je vais essayer de développer le plan. Donc en première partie, on peut dire d'abord, le désir, c'est un manque, en fait, c'est un point de départ. Et là, on peut se référer par exemple au mythe d'Eros. Eros, c'est un daimon dans le mythe de Platon, c'est-à-dire mi-dieu, mi-homme. En fait, il est le fils de Poros, l'abondance, et de Pénia, la pauvreté. Ce qui signifie que dans la définition du désir, Eros en grec, on va avoir cette dualité entre la pauvreté et l'abondance, entre la richesse et la pénurie. Donc, on peut dire que le désir, c'est un manque lié à une quête, c'est-à-dire le manque a besoin d'être comblé. Il recherche à être comblé. Donc, on part d'une imperfection, et c'est ça qui motive une quête, un élan. Voilà. Ensuite, on peut parler de l'étymologie du désir. Ça vient du latin desiderare, ce qui signifie, qui vient du mot sidus, étoile. Donc en fait, à la base, ce mot de désir signifie le regret d'un astre disparu, la nostalgie d'une étoile, l'absence de l'astre. Donc là encore, ça désigne finalement, dans le mot même du désir, un manque, une imperfection. Et c'est aussi ce qu'on peut retrouver chez Platon, encore une fois, dans le mythe d'Aristophane qui relate dans le banquet, comme quoi le désir, finalement, c'est la marque de notre imperfection originelle. Nous ne serions finalement que des moitiés d'hommes coupés à la naissance de notre alter ego suite à une punition divine. Et le désir s'explique donc par le fait que toute notre vie, nous cherchons cet alter ego, cette autre partie de nous-mêmes dont nous avons été amputés. Et lorsqu'on a trouvé cette moitié, on ne désire plus, on est comblé, parfait, voilà. Mais en fait, on peut aussi se dire que finalement, le désir, c'est la marque aussi d'une insatiabilité. On est insatiable de façon vraiment essentielle. Et ce serait plutôt un idéal, et non pas un manque, comme nous le désigne l'étymologie. Donc d'abord, on peut parler du désir archétypal qui est motivé par un idéal. Et ça, c'est ce que nous apprend la psychanalyse. Donc on peut très bien penser, comme la psychanalyse, que le désir provient de notre inconscient. C'est un archétype finalement qui est construit par notre inconscient. Et là, on peut se référer à Lacan, dans son séminaire, qui explique que nous créons tous de nous-mêmes une image qui est rêvée, qui est fantasmée, un idéal auquel on aimerait correspondre. Et ça provient finalement de notre éducation, de la société dans laquelle on est, de ce qu'on veut être au plus profond de nous-mêmes. Et lorsqu'on désire cette personne, la psychanalyse nous dit que c'est parce qu'elle est la marque de cet idéal qu'on a construit, de cette, elle est notre alter ego idéal, quoi, finalement. Donc, on voit bien que ce n'est pas parce que nous sommes imparfaits que nous désirons, mais c'est au contraire parce que nous nous idéalisons. Ensuite, on peut dire que le désir, c'est la marque d'une instabilité existentielle, d'une insatiabilité, pardon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'insatiabilité? Ça veut dire que l'être humain, il ne se suffit pas de ce qu'il est ou de ce qu'il a. Et ça, c'est ce qui le différencie de l'animal. L'animal, il fait que répondre à ses besoins, satisfaire à ses besoins. Et là, c'est là qu'on peut différencier finalement le désir et le besoin. Parce que le désir va plus loin, il ne peut jamais être comblé, il est le signe par là de notre grandeur. Parce que grâce au désir, l'homme va toujours repousser ses limites. Il va toujours progresser. Il ne veut pas se contenter de ce qu'il a sous la main. Donc finalement, ce désir, il va à l'infini. Et une fois qu'un désir est comblé, un autre survient. C'est sans fin. À l'image de la citation de Lévinas, qui est célèbre, « Le désir ne s'assouvit qu'en créant de nouvelles fins », on peut voir que le désir, finalement, ne peut s'assouvir. Il est insatiable. Et l'accomplissement d'un désir auto-génère automatiquement un autre, comme je l'ai dit. Ça veut dire que nous sommes des éternels insatisfaits. Mais là, ce n'est pas une quelconque imperfection, c'est le signe d'une transcendance par rapport au reste du monde du vivant. Et ça nous amène à la troisième partie, qui est une reconsidération finalement de la notion de désir. Est-ce que le désir ne serait pas finalement le symbole de notre grandeur,
mais plus particulièrement de notre perfectibilité. Alors, est-ce qu'on ne peut pas aussi, d'abord, on va dire, définir la perfectibilité comme la qualité propre à l'homme? Donc, c'est-à-dire, l'homme n'est conçu comme imparfait que parce qu'il est perfectible infiniment. Est-ce que, du coup, on peut vraiment parler là d'une imperfection? Pourquoi est-ce qu'on voit les choses de manière si négative? Si on se perfectionne, c'est parce que, quand même, à la base, on est des êtres de progrès, on est des êtres capables de progrès. Et ça, c'est ce que Rousseau explique dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Cette différence de l'homme et de l'animal, elle tient sur cette qualité très spécifique qui les distingue et sur lesquelles il ne peut pas y avoir de contestation, nous dit Rousseau, c'est la faculté de se perfectionner. Une faculté qui, à l'aide des circonstances, développe successivement toutes les autres et réside parmi nous tant dans l'espèce que dans l'individu. Au lieu qu'un animal ait, au bout de quelques mois, ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de 1000 ans, ce qu'elle était la première année de ces 1000 ans, l'homme, il peut s'améliorer sans cesse. Et donc cette perfectibilité, ce désir absolu de s'améliorer sans cesse, ici c'est une qualité, ce n'est pas un défaut. Ce n'est donc pas la marque d'une imperfection, mais la marque d'une grandeur, la capacité à se surpasser, à s'adapter, à progresser et à se transcender. Ensuite, le désir comme élan vital, on peut dire qu'il est le fondement de notre existence et non l'imperfection constitutive de cette existence. Donc ce sont les auteurs classiques ou les théoriciens religieux qui ont tendance à considérer le désir comme la marque de notre imperfection. Parce que désirer, cela serait nous ramener à notre essence corporelle, celle qui nous rapproche des animaux finalement. Donc le désir en tant que tel est à condamner. Et seul celui qui ne désire plus se rapproche du sage. Du sage qui est censé symboliser le comble de la perfection. C'est pourquoi Platon condamne le désir, à l'image de sa comparaison avec le tonneau des Danaïdes. L'homme qui désire serait comme un tonneau percé, c'est-à-dire qu'on le remplit sans cesse et il se vide sans cesse. On voit que c'est absurde. Mais c'est sans compter le fait que le désir, au contraire du plaisir, n'est pas exclusivement corporel. Donc là encore, on peut faire une distinction conceptuelle entre le désir et le plaisir. Il est conscient, le désir est conscient, il est motivé de toutes parts par l'esprit. Donc, loin de l'idée que s'en font les classiques, le désir est ainsi positif. Il est la marque de notre différence avec le reste du monde vivant, mais aussi et surtout ce qui, au-delà des conditions minimales de survie, ça c'est les besoins, nous maintient humainement en vie. C'est-à-dire qu'on a une vie spécifiquement humaine parce qu'on désire. Nos besoins ne nous suffisent pas à nous rendre humains, à nous humaniser. Donc ça c'est ce que Spinoza affirme dans l'Éthique. Il affirme que le désir est conatus. Cela équivaut à une puissance d'exister. C'est un mouvement pour persévérer dans l'être, pour exister encore et toujours plus. Donc il est écrit « Le désir est l'essence même de l'homme », c'est-à-dire l'effort par lequel l'homme s'efforce de persévérer dans son être. Le désir est ce qui donne sens à nos existences d'humains. D'ailleurs, on peut le voir du fait que quand on est malade, dépressif, on ne désire plus. Et là, ne pas désirer serait vraiment une marque de la diminution de notre vitalité. Ensuite, on peut conclure sur le fait que le désir n'est pas du tout la marque d'une quelconque imperfection, comme l'entendent les auteurs ascétiques qui pratiquent l'ascèse. C'est bien plutôt la marque de notre grandeur. C'est une vie désirante, c'est une vie proprement humaine, insatiable, perfectible à l'infini. La vie humaine a besoin de désirer pour avoir un sens. Ça, ce serait la conclusion de notre sujet, du coup. Donc, je répète, ce n'est pas l'unique plan, c'est un traitement possible. Maintenant, on va passer au deuxième sujet. Donc, éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Donc là, c'est pareil, les erreurs à éviter comme pour tous les autres sujets. C'est-à-dire, il ne faut pas reprendre la question du sujet comme une problématique. On ne l'utilise pas dans l'introduction pour lancer notre dissertation. Un énoncé n'est pas une problématique.
Ensuite, une autre erreur à éviter, c'est citer des auteurs ou des exemples sans les expliquer ni les intégrer dans la problématique. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de citer Descartes ou Spinoza ou Platon, il faut les expliquer, sinon ça n'a aucun sens finalement. C'est comme dans un discours, vous n'intégrez pas quelque chose qui n'a rien à voir en plein milieu de votre phrase. Ensuite, il ne faut pas mettre plus d'une idée par sous-partie, sinon ça devient chaotique. Une sous-partie, une idée. Comme ça, c'est bien clair dans l'esprit du correcteur, visuellement. Ensuite, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas faire de transition. Donc les transitions, c'est important pour montrer la progression de votre pensée. Et ensuite, il faut bien englober tous les termes du sujet dans son raisonnement. Donc ici, il y a injustice et juste, mais il y a aussi éprouver. Éprouver, c'est subir, faire l'expérience. Il y a aussi savoir. Qu'est-ce que c'est savoir? Avoir une connaissance peut-être sensible, rationnelle. Et nécessaire. Bon là, il y a l'opposition qui joue entre nécessaire et suffisant, par exemple. Alors non, hop. Bon. Donc pour arriver à la problématique, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser le sujet. Le but, quand on est dans l'introduction, c'est d'arriver à partir de l'analyse du sujet à une tension qui va mener au problème. Ici, la tension, qu'est-ce que ça pourrait être? On pourrait dire la connaissance de la justice. Alors la justice, c'est-à-dire ce qui est adéquat au droit civil ou au droit naturel, parce que justice, ça dérive du latin jus, qui signifie droit. Donc cette connaissance de la justice, elle ne semble pas impliquer nécessairement d'avoir vécu l'opposé de la justice. Par exemple, je connais les lois de mon pays, et pour ça, je n'ai pas besoin d'avoir fait l'épreuve de leur négation. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui n'a jamais subi l'injustice, c'est-à-dire la négation de ses droits, peut ignorer la valeur morale et civique de ses droits. Par exemple, quelqu'un qui a été privé de sa liberté d'expression dans un pays oppressif, il peut se battre pour elle, parce que le fait qu'il en manque, ça lui révèle la valeur de la liberté d'expression. Ça lui révèle que la liberté d'expression, elle est nécessaire et elle est précieuse. Donc notre problématique, ça va être la suivante. Dans quelle mesure la négation de la justice permet-elle d'en prendre connaissance? Encore une fois, ce n'est qu'une problématique possible. Voilà, donc ma proposition de plan, elle découle de la problématique, c'est la suivante. Dans une première partie, subir l'injustice permet de saisir la nécessité de construire une société juste. Dans une deuxième partie, mais d'un autre côté, subir l'injustice ne renseigne pas sur la nature même de la justice. Et dans une troisième partie, l'expérience de l'injustice est une condition nécessaire mais pas suffisante pour savoir ce qui est juste. Alors, comment est-ce qu'on va expliciter ça? Donc, on va commencer avec un petit A. On ne se rend compte de la valeur de la justice qu'une fois qu'on l'a perdue. Alors, je répète juste comme ça, le plan, ça c'est au brouillon. Dans la copie, on ne met pas grand 1, grand 2, grand 3. Donc là, on va faire une première sous-partie en parlant du fait qu'on se rend compte de la valeur de la justice seulement une fois qu'on l'a perdue. Et là, on peut s'appuyer sur Schopenhauer, qui dit dans Le monde comme volonté et comme représentation, qu'on ne s'aperçoit vraiment de la valeur d'un bien que lorsqu'on l'a perdu. C'est-à-dire que ce qui nous paraît ordinaire, ça nous indiffère, tandis que sa perte, ça nous accable. Par exemple, on ne se réjouit pas tous les jours d'être en bonne santé, mais quand on est malade, là, on se dit « Oh, la bonne santé, quand même, c'était bien, je la regrette. » Là, on la regrette, elle nous manque. De la même façon, la justice, ça serait un état normal, et c'est le fait de subir l'injustice qui nous fait réfléchir à la justice et qui nous fait du coup la désirer. Donc en conclusion, la condition nécessaire pour apprécier un bien, finalement, c'est son absence. Et là, on peut basculer sur un deuxième argument, mais qui suit du premier, c'est-à-dire que subir l'injustice entraîne la révolte et nous fait revendiquer pour la justice. C'est-à-dire que l'injustice, elle se manifeste par des inégalités, par des discriminations, par des négations du droit, des droits de la personne humaine. Et là, on peut penser par exemple à Rosa Parks, donc à cet événement qui s'est passé en 1955. Elle a été arrêtée par la police pour avoir, dans un bus, refusé de céder sa place à une personne blanche parce qu'elle était noire.
Et cette femme est devenue une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, avec Martin Luther King. Et là, finalement, on peut dire qu'en se sachant elle-même digne du même respect et porteuse des mêmes droits que les Blancs, elle fait l'expérience de l'injustice morale des institutions. Donc là, les institutions légales, c'est la police, le droit civil, qui lui dénie ses droits. Et là, son vécu de personne discriminée lui permet de voir que l'État n'est pas juste. C'est-à-dire qu'il n'est pas conforme à la morale, qu'il n'est pas conforme au bien. Et donc, elle revendique l'égalité des droits pour atteindre la justice. Voilà, donc ensuite, à partir de là, on peut faire une transition pour aller à notre deuxième partie, qui serait finalement subir l'injustice. C'est nécessaire pour éprouver un élan profond vers la justice, ça c'est sûr. Mais cela est-il nécessaire pour connaître son essence? Et là, on passe à notre deuxième partie, en commençant par dire que pour connaître et mettre en œuvre la justice, il faut quand même contempler son idée. Là, on peut avoir une définition de la justice un peu différente peut-être de la première partie, à savoir, on peut considérer la justice comme source des autres vertus et condition de leur exercice harmonieux. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il ne serait pas nécessaire d'éprouver l'injustice pour savoir ce qui est juste. Il suffit de contempler l'idée de justice, c'est-à-dire d'avoir une connaissance intellectuelle de son essence. Et là, bien sûr, on peut se référer à la République de Platon, où il nous dit que la justice, c'est cette faculté d'attribuer à chacun ce qui lui revient. En d'autres termes, c'est l'harmonie. En fait, c'est la concordance entre différentes puissances. Alors, soit dans la cité, il nous dit les philosophes y gouvernent, les guerriers y défendent, y protègent, et les artisans alimentent. Là, il y a chacun à sa juste rétribution, chacun son rôle. Et c'est pareil dans l'âme. Dans l'âme, il y a différentes facultés. La raison, elle doit diriger. L'agressivité, c'est une faculté qui doit nous protéger. Et le désir, c'est ce qui nous alimente. Il nous dit la justice, c'est l'harmonie entre ces puissances. Donc là, on voit que c'est pas, il n'y a pas besoin d'éprouver l'injustice, quoi, finalement. Ça nous amène au deuxième argument, qui est que la justice, c'est une construction rationnelle qui s'appuie sur les lois, qui s'appuie sur la raison. Et là, on peut vraiment se référer à Hobbes dans le Léviathan, qui nous dit que la justice, c'est quelque chose qui dépend du pouvoir souverain de l'État, qui décide en fonction des règles de la raison et des lois naturelles commandées par Dieu. Donc, dans ce cadre-là, la justice, elle ne peut être que positive, elle ne peut pas être naturelle, au sens où, à l'état de nature, il n'y a pas de droit. Il dit, cette citation célèbre, « L'homme est un loup pour l'homme » ou alors c'est un état de guerre de tous contre tous. Il n'y a aucune justice à l'état de nature. Donc il faut sortir de cet état primitif d'injustice par des lois civiles rationnelles afin d'instituer la justice. En revanche, l'injustice, elle se base sur les passions. Elle se base sur les conflits, elle est complètement stérile. Seule la justice se base sur la raison et permet à la fois l'ordre social, le développement de la civilisation, des autres facultés humaines, etc. Donc là, c'est pareil. On voit que la justice est quelque chose de rationnel qui ne nécessite pas nécessairement l'injustice. Et on peut faire une transition vers notre troisième partie en disant la justice. Elle est connue par une construction rationnelle plus que par l'expérience personnelle de l'injustice. Mais pour autant, en quoi est-ce qu'une théorie de la justice, elle doit impérativement s'en nourrir? Elle ne peut pas passer à côté de l'expérience de l'injustice, une théorie de la justice. Là, on arrive à notre troisième partie. Et on peut commencer par dire, tout simplement, avec Bacon, qu'il faut joindre expérience empirique et connaissance intellectuelle de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. En fait, ce que nous dit Bacon dans le Novum Organum, c'est que c'est en joignant la théorie, c'est-à-dire les connaissances acquises par le raisonnement, par la démonstration, en joignant la théorie et l'expérience, donc l'observation empirique, l'induction, qu'on peut parvenir à la connaissance d'une chose, en réunifiant les deux. Donc dans le domaine juridique, comme dans le domaine moral de la justice, il faut s'appuyer sur des actes justes, sur des actes injustes, et comprendre ce qui les départage, ces actes justes et ces actes injustes. Il faut comprendre aussi ce qui est commun à tous les actes justes, ce qui est commun à tous les actes injustes. Donc là, on voit vraiment qu'il faut partir de faits
pour saisir l'essence de la justice et de l'injustice. C'est-à-dire qu'on fait une induction et ensuite on retire intellectuellement l'essence de la justice et de l'injustice. Mais il y a un autre argument plus fort encore qui arrive, c'est le fait qu'il faut prendre en compte le sentiment d'injustice dans la théorie de la justice. Et là, on peut s'appuyer sur John Rawls, donc dans la théorie de la justice. En fait, il produit une fiction où il y a des individus rationnels qui doivent choisir les principes d'une société, c'est-à-dire la répartition des biens, la répartition des avantages, mais ils ne savent pas quelle sera leur position sociale dans cette société. Ils ne savent pas s'ils seront les plus riches, les plus pauvres, etc. Donc là, on se trouve dans une situation fictive d'équité complète. Et Rawls nous dit, les deux principes qui vont en sortir, c'est les suivants. Déjà, le principe d'égalité, c'est-à-dire que les individus, ils décident que chaque personne dans le système doit avoir la plus grande proportion possible de liberté. Et le deuxième principe, c'est le principe de différence, c'est-à-dire que les inégalités sociales, les inégalités de richesse, d'avantages, elles ne seront justifiées que si elles sont avantageuses à chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la société doit s'enrichir, c'est de manière à ce que les classes les plus pauvres en bénéficient aussi et s'enrichissent aussi. Donc là, on voit que c'est une théorie de la justice vraiment efficace. Pourquoi? Parce qu'elle tient compte de manière centrale de l'expérience d'injustice que peuvent avoir ou que pourraient avoir les moins favorisés dans un système social, dans une société. Donc là, les expériences d'injustice doivent être centrales dans l'élaboration de la théorie de la justice. Et là, on peut en conclure tout simplement que il faut absolument et nécessairement prendre en compte l'expérience de l'injustice pour bâtir une théorie de la justice qui est sensible aux droits de tous et de chacun. Il ne suffit pas de voir ces droits bafoués pour avoir une connaissance de ce qui est juste, certes, mais ce vécu de l'injustice, il doit être inclus dans la construction de l'idée de justice. Donc finalement, on arrive à une réponse nuancée. C'est pas tout simplement oui ou non. Et c'est ça qui est important. Voilà, donc on peut passer au troisième sujet. Voilà, donc c'est l'explication de texte de Mill, du coup. Donc voilà, comme je disais au début, encore une fois, c'est pas le corrigé-type, c'est une explication possible. L'important, c'est vraiment de bien argumenter, de commenter tout le texte, sans faire d'exception, et de comprendre un peu la logique de l'auteur, quelle est sa thèse, quel est son problème. Voilà. Donc ce texte de Mill, il porte, comme vous êtes sans doute rendu compte, sur la société. Donc ça fait partie du programme de terminale La Politique. Et là, c'était un texte plus spécifiquement sur les phénomènes sociaux, qui les compare aux phénomènes naturels. Donc ça, c'était deux notions centrales. Et il veut expliquer pourquoi les phénomènes sociaux ne sont pas pour autant compréhensibles de la même manière que les phénomènes naturels. Donc, comme je disais, voilà, oui, voilà. Ça, c'est important. Il faut vraiment expliquer le texte, ça ne veut pas dire le répéter. Le commenter, ce n'est pas le répéter. Il suffit pas de reformuler ce que dit Mill. Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'il utilise ce terme, qu'est-ce que ce terme veut dire, à quoi il s'oppose à d'autres positions, par exemple, quelles sont les conséquences, quelles sont les implications logiques de ce qu'il dit. Ensuite, il y avait une distinction dans le texte qu'il ne fallait absolument pas manquer, c'est celle entre le naturel et le social, bien l'expliquer, vous l'avez vu en classe normalement. Et ensuite, il y avait une définition aussi centrale, c'est la définition de notre entendement, comme quelque chose qui est par nature limité, qui n'est pas omniscient. Voilà. Un entendement fini. Donc les premières choses à faire, bien sûr, dans l'introduction, ça va être toutes les choses de situation, de thème, de thèse et de problème. Donc la situation du texte, bon, ça c'est pas très compliqué. Le thème, comme je disais, c'est les phénomènes sociaux, comment est-ce qu'on peut les comprendre. Ensuite, le problème du texte, ça va être important.
c'est le fait que les phénomènes sociaux, ils sont issus de lois fixes comme les phénomènes naturels, et pourtant on ne peut pas les comprendre aussi facilement que les phénomènes naturels. Alors pourquoi? Et la thèse qui est défendue par Mill, ça va être que les phénomènes naturels se distinguent par des données et des causes limitées en nombre et constantes dans le temps, donc facilement appréhendables par l'entendement, au contraire des phénomènes sociaux qui proviennent de circonstances indéfinies, variables à l'infini, et qu'on ne peut pas délimiter en nombre. Donc en fait, il défie notre faculté de compréhension des choses. Alors, le plan, donc en fait le plan, je rappelle, suit le texte. Le texte se découpe en 3 parties. D'abord, le fait que les phénomènes sociaux ne sont pas dus au hasard, mais proviennent de lois. Donc ça, c'est quelque chose qui a pu être discuté avant lui. Voilà, donc même si logiquement on les comprend moins que les phénomènes naturels. Donc c'est-à-dire, c'est pas parce que les phénomènes sociaux ne sont pas compréhensibles de la même manière que les phénomènes naturels qu'ils ne sont pas rationnels, qu'ils sont aléatoires. Voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, dans la deuxième partie, il va expliquer cette différence de compréhension entre les phénomènes sociaux et les phénomènes naturels grâce à la définition des phénomènes célestes. Et ensuite, dans la troisième partie, il va opposer par rapport aux phénomènes célestes ce que sont les phénomènes sociaux qui se caractérisent par la variété et la multitude. Ah bon, c'est fini, on va rester là-dessus. Donc on peut commencer par la première partie, du coup, où Mill, il commence par assimiler les phénomènes de société et les phénomènes rationnels ou sentimentaux. Les uns comme les autres s'expliquent par des lois fixes, objectives et donc compréhensibles. Les phénomènes de société résultent de ces lois et donc elles sont soumises à une loi de causalité. Telles causes produisent tels effets de manière fixe. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de magie, voilà. Et pourtant, il existe une différence entre tous ces phénomènes. Ceux de la nature sont entièrement prédictibles. Par exemple, on peut savoir que demain le soleil se lèvera. Et voilà, donc justement je prends cet exemple parce qu'il prend les phénomènes célestes. On peut prévoir le mouvement rotatoire des planètes. Par contre, les phénomènes de société ne sont pas prédictibles. Pourquoi? Là pour l'instant, Mill ne nous l'explique pas, mais on peut émettre l'hypothèse suivante, qui est que même si les phénomènes sociaux obéissent à des lois, les individus qui font l'histoire sont malgré tout des êtres libres. Donc même si on va dire une loi a prévu que j'allais consommer, j'allais acheter un gâteau, et ben c'est pas pour autant que je vais le faire automatiquement et mécaniquement parce que je suis un être humain libre. Je ne suis pas un phénomène de la nature. Voilà. Ensuite, on peut passer à notre deuxième partie, où Mill nous explique ce qui différencie la certitude provenant des phénomènes naturels du manque de certitude quant aux phénomènes sociaux. Alors, ce manque de certitude ne vient pas des lois en question à l'origine des phénomènes, mais précisément des différences entre les phénomènes. Et c'est là qu'il s'intéresse aux phénomènes célestes et à l'astronomie. Ce qui fait qu'ils emportent en certitude, qu'ils sont plus certains, c'est que d'une part, leurs causes sont en nombre minimal, et d'autre part, elles ne varient pas. C'est-à-dire, par exemple, le mouvement des planètes a toujours pour cause des mouvements de gravité, une certaine vitesse, etc. Par contre, les phénomènes sociaux peuvent varier. Enfin, les causes des phénomènes sociaux peuvent varier. Il est facile, en fait, de prédire l'évolution des planètes, des phénomènes célestes. Il est facile de prédire ce qu'elles feront plus tard, quoi. Donc les phénomènes célestes peuvent être certains. Il y a une constance de base qui les rend compréhensibles, à l'inverse des phénomènes sociaux. Pour cette raison que nous sommes des êtres historiques, libres, capables d'actes libres, imprévisibles et irréductibles, on va dire, à des catégories logiques, à une constance aussi certaine, je dirais. Ensuite, on peut passer à la troisième partie, et c'est là qu'il va opposer les phénomènes sociaux aux phénomènes naturels.
Pourquoi? Parce que les circonstances et les causes des phénomènes sociaux ne sont pas en nombre restreint, comme les phénomènes naturels, mais sont innombrables. De sorte que cela outrepasse notre faculté de compréhension qui, elle, est limitée. Et c'est là que la définition de l'entendement entre en jeu et entre en tension aussi avec la compréhension des phénomènes sociaux. On n'est pas omniscient, donc on ne peut pas comprendre tout ce qui se trame finalement quand il y a une infinité de circonstances à appréhender. Et c'est bien le cas dans les phénomènes sociaux, il y a une infinité de circonstances parce qu'il y a énormément d'individus, chacun de ces individus a des impulsions, a un comportement rationnel, a un comportement passionnel, il y a une infinité de facteurs qui entrent en jeu. Mill rajoute même que quand bien même notre intelligence serait de taille à appréhender tout cela, il y a quelque chose qui résiste, qui est l'impossibilité de dénombrer les faits humains. Les faits humains. Donc, en fait, ça veut dire que quand bien même on aurait l'intelligence pour en comprendre les causes, nous n'avons pas celle de délimiter correctement combien ils sont. Il y a tellement de phénomènes sociaux que c'est impossible. Donc, finalement, c'est en raison de notre entendement limité et de la multitude et de la variété des faits sociaux que nous sommes en incapacité de les comprendre comme nous comprenons les phénomènes naturels. Donc on voit vraiment finalement un entendement limité qui est adapté à la compréhension des phénomènes naturels, mais qui n'est pas du tout adapté à des facteurs illimités pour, en ce qui concerne les phénomènes sociaux. Voilà. Donc c'était le texte. Merci. On a quelques questions si tu Ouais. veux. Concernant l'étude de texte, on a Stitch qui nous demande est-ce que Mill est un déterministe? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, est-ce que Mill est un déterministe? Alors, déterministe, ça veut dire qu'il ne laisse pas de place à la liberté humaine. C'est pas le cas, parce que justement, pourquoi est-ce qu'il y a une grande... pourquoi est-ce qu'il y a une grande variété des faits sociaux? C'est justement parce que les êtres humains sont libres et réagissent de façon imprévisible. On a Laurie qui nous disait pour la troisième partie, est-ce qu'on pouvait parler de Spinoza et de sa théorie cause et conséquence, enfin sur la cause et les conséquences? Alors, Spinoza et sa théorie sur les causes et les conséquences, alors comme ça, je ne peux pas vous dire parce que c'est très vague. Mais on va dire que parler de notre auteur quand même sur un texte, moi je trouve que dans le temps que vous avez, il vaut mieux expliciter à fond le texte parce que ce qu'on trouve trop souvent quand même dans des copies, c'est un peu de quelques mots sur le texte et puis plein de parallèles avec des auteurs. Donc quand même, il vaut mieux se concentrer vraiment sur l'auteur à commenter. Voilà. Et donner des exemples, enfin, comprendre pourquoi est-ce que lui, il donne ces exemples, vraiment le citer, ça c'est quand même plus important. D'accord. Par rapport au sujet 1, on a Marc-Antoine qui nous demande, moi j'ai parlé de la vie sans désir pour montrer que c'était imparfait. Est-ce que j'ai visé juste? Alors la vie sans désir pour montrer que c'est imparfait, c'est tout à fait juste. Après c'est pareil, ça dépend de comment tu l'as argumenté, de quels auteurs tu as pris, qu'est-ce que tu as pris comme exemple, mais a priori, moi je trouve ça tout à fait bien dans le sens où il y a une imperfection de la vie sans désir, c'est finalement un ennui, une absence de vitalité dans la vie sans désir, une absence de progression et de perfectibilité. Donc une inertie quoi finalement. Je ne suis pas bien sûr de comprendre la question, pardon, tu me dis s'il faut repréciser, mais Napstan qui nous dit peut-on dire au sujet 1 une marque plutôt que la marque, car l'homme a plusieurs défauts? Est-ce une marque de notre imperfection? Oui, on pouvait tout à fait le dire, mais alors après tu risques du coup de parler d'autres marques, et ça c'est hors sujet par contre. Là, le sujet, c'était vraiment sur le désir, la marque de notre imperfection. Il fallait approfondir plus, non pas la notion de l'imperfection, mais celle du désir. D'accord. Fais un petit peu de tri. Est-ce que le sujet 1 peut être lié à la morale? Oui, il est tout à fait lié à la morale parce que c'est grâce au désir et à finalement l'infini du désir que nous pouvons, par exemple, apprendre des choses, avoir apprendre des connaissances, des capacités morales, une civilisation, de la culture. Donc tout ça, c'est vraiment
un fruit du désir. Je ne sais plus qui c'est qui disait rien de grand ne s'est fait sans passion. C'est vraiment l'idée que le désir est à la source de tout accomplissement de l'être humain. Donc il y a vraiment une question morale, dans le sens où la morale puise aussi ses racines dans le désir. Mais en même temps, il y a besoin d'une morale aussi pour, je dirais, pour réguler le désir, pour que le désir n'aille pas à tort et à travers jaillir là où ça pourrait porter atteinte à autrui. Sam toujours qui nous dit, moi j'ai cité Rousseau plusieurs fois et surtout malheur à qui n'a rien à désirer. Est-ce que c'était une bonne idée? Oui, Rousseau c'est très bien, justement, malheur à qui n'a rien à désirer. Ouais, ça c'est bien. Après, il y a aussi cette question de la perfectibilité, c'est chez Rousseau qui est très intéressante à prendre. Ça c'était vraiment central, je pense, dans le sujet. Marc a parlé du bonheur dans une sous-partie, est-ce que c'était bon ou complètement hors sujet? Ils sont beaucoup à nous demander ça, hein. Est-ce qu'on peut parler du bonheur? Est-ce qu'on peut parler du bonheur? Donc, toujours sur le désir? Ouais. Alors, je pense qu'on peut parler du bonheur, dans le sens, encore une fois, où c'est une question morale. Parce que sans désir, est-ce qu'on peut vraiment avoir du bonheur? Mais d'un autre côté, donc ça on peut en parler, mais j'ai peur, ça dépend comment vous l'avez exploité, mais ça peut être hors sujet parce que là il était vraiment question d'une marque de notre imperfection. Donc il fallait vraiment lier désir et nature humaine, désir et perfection, et non pas désir et bonheur. Un petit peu de méthodo aussi, ils sont beaucoup à nous dire, ah, moi j'avais pas beaucoup d'auteurs, pas beaucoup de citations, est-ce que c'est grave si on a quand même répondu à la question? Alors ce qui est vraiment le plus important dans la dissertation, c'est que vous ayez une réflexion à vous, parce que c'est pas mieux quand on a un catalogue d'auteurs, quoi. Ça c'est vraiment un truc qu'on n'aime pas du tout. Donc l'important c'est d'avoir un problème, d'avoir une progression dans ta pensée avec plusieurs parties, d'avoir des exemples. Si t'as pas d'auteur, tu peux prendre des exemples, tu peux prendre des films. Enfin bon, tu vas pas prendre Fast and Furious évidemment, mais voilà, il faut avoir un peu de bon sens aussi. Mais si tu as bien traité la question, que tu as bien argumenté, moi je pense que voilà, tu auras quand même vraiment la moyenne, quoi. On a Abdel qui nous dit, est-ce que pour le sujet 3, ma problématique était en définitive en quoi les phénomènes de société sont-ils nécessairement contrôlés par les lois fixées? Donc lui dit, j'ai focalisé la dimension politique des lois. Est-ce que c'était une bonne idée? La dimension politique? Ouais. Ah non, en fait là je pense que c'est un contresens. Parce que les lois, donc ça a deux sens. Ça a le sens des lois qui interdisent de faire ceci ou cela, des lois civiles en fait, des lois de l'État, et les lois au sens de régularité fixe et régie par une logique. Et là c'était plutôt ça. C'est-à-dire que quand on parle de lois célestes, donc c'est des lois sur la rotation des planètes, mais il n'y a pas du tout un sens politique là-dedans, quoi. Pour le texte, est-ce que il y en a plusieurs qui demandent ça, est-ce qu'on peut parler de nature humaine plutôt que de nature tout court? Bah oui. Ouais, justement. Oui, justement, c'est une explicitation du terme, c'est très bien. Je crois que c'est pas mal. Voilà. Ok. Bon, ben merci.